m'appelle Daiva, je suis scientifique de la santé au CDC aux États-Unis. Et je suis ici avec ma collègue Francine Ganter-Strepo de l'OMS et nous allons vous parler aujourd'hui sur la façon de diagnostiquer les défis de la confiance et de la demande en matière de vaccins. Et il semble que beaucoup d'entre vous aient déjà effectué les diagnostics, mais j'espère que vous apprendrez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Next slide, please. Diapo suivante, s'il vous plaît. On va commencer avec par parler pourquoi les diagnostics sont importants pour comprendre et répondre à la confiance et la demande de vaccins. Et ensuite, on va parler de processus pour collecter les idées de la communauté de focus. Après ça, on va donner quelques conseils et ressources pour diagnostiquer les défis de la demande de vaccins. Et enfin, on va terminer par un exercice de groupe. Next slide, please. Voici les objectifs d'apprentissage pour la présentation. À la fin de cette présentation, vous allez apprendre pourquoi les diagnostics sont importants pour augmenter la demande et l'adoption de vaccins, apprendre les processus de collecte des informations sur la communauté et savoir comment choisir les méthodes de collecte des données. Je crois que quelqu'un est... il y a un micro. Et il y a les... Oui, OK, merci. OK, apprendre le processus de collecte des informations sur la communauté, savoir comment choisir les méthodes de collecte de données et finalement savoir où trouver des conseils et des ressources pour diagnostiquer les problèmes de demande de vaccins. Next slide, please. Donc, pour commencer, pourquoi les diagnostics sont-ils importants? Next slide. Donc, les diagnostics nous aident à comprendre les perceptions, les questions et les préoccupations de la communauté concernant les vaccinations, remettre en question les hypothèses sur les obstacles et les facteurs favorables à la vaccination et concevoir des interventions ciblées fondées sur les données probantes qui répondent aux besoins de la communauté. Next slide, please. Et quels sont les facteurs qui favorisent l'adoption des vaccins? Ceci est un diagramme conçu par l'OMS qui montre les facteurs comportementaux et sociaux de la vaccination. Et on peut voir que le point de vue et sentiments, comme les perceptions du risque de maladie et la confiance envers les vaccins, associés aux processus sociaux en vert, comme les normes sociales, les recommandations et l'équité entre les sexes, conduisent à la motivation d'une personne à se faire vacciner en rouge. Mais la motivation toute seule ne conduit pas à l'adoption de vaccins. On doit également tenir compte des enjeux pratiques en bleu, comme disponibilité, abordabilité, facilité d'accès, etc. Et ce sont donc tous les facteurs que nous devons prendre en compte pour comprendre les raisons de la faible demande et de faible utilisation des vaccins dans la communauté. Next slide, please. Donc, voici une étude de cas pour comprendre les facteurs de la vaccination COVID-19 en Haïti. Haïti a commencé à déployer les vaccins COVID-19 en juillet 2021, mais en février 2022, seulement 2% de la population était complètement vaccinée. Donc, c'est très en bas. Donc, le ministère de la Santé a demandé de l'aide pour une évaluation rapide de la communauté afin d'identifier les obstacles à la vaccination par la COVID-19. Donc, j'ai été déployée en Haïti pendant 2 semaines en février pour soutenir cette évaluation dans 3 sites. On peut voir Port-au-Prince sur l'endroit, Mirepoix et Fondé-Blanc. Et voici certaines des choses que nous avons entendues de la part de la communauté. Donc, ils ont dit que mon médecin ne m'a pas recommandé le vaccin contre le COVID-19. Les sites de vaccination sont très éloignés. Les dirigeants de la communauté ne se font pas vacciner. Pourquoi devrais-je le faire?
Le COVID-19 n'est pas un problème ici, il n'y a pas de COVID-19 dans la communauté. Et j'ai entendu dire que le vaccin provoque l'infertilité. Il y a la mésinformation dans la communauté. Next slide, please. Et la semaine dernière, on a parlé de parcours vers la vaccination. Et il peut être utile de réfléchir à l'endroit où, tout au long de la parcours, la communauté est confrontée à des obstacles et à la vaccination et à la manière dont nous pouvons surmonter ces obstacles. Et on va parler de comment diagnostiquer les obstacles dans le parcours. Next slide, please. Oui, il y a beaucoup d'obstacles. Next slide, please. Merci. Donc, ce processus de compréhension des perceptions et des préoccupations de la communauté concernant la vaccination et de travail avec la communauté pour surmonter les obstacles est appelé design sur l'humain. Donc, en anglais, c'est Human-Centered Design. Et suit ce processus général. Donc, il y a le recueillir les idées et les perceptions de la communauté cible, synthétiser les résultats et les besoins de la communauté, les co-créations des interventions avec la communauté et partager les recommandations avec la communauté et les parties prenantes. Et enfin, mettre en œuvre et évaluer des interventions visant à accroître la demande et l'adoption de vaccins. Donc, aujourd'hui, nous parlons de cette première étape, recueillir les idées et les perceptions de la communauté ciblée, les étapes de diagnostiquer les problèmes. Et vous allez entendre de ces autres étapes dans les futures présentations. Donc, il y a 5 étapes principales pour collecter des informations sur la communauté, 5 étapes. Donc, la première étape est de déterminer les objectifs de l'évaluation. Et après cela, on doit identifier votre communauté cible. Ensuite, on choisit les méthodes de collecte de données, former une équipe d'évaluation et finalement recruter les participants pour l'évaluation. Et on va parler de chacune de ces étapes plus en profondeur dans les futurs slides. Next slide, please. OK. Donc, la première étape, c'est de déterminer les objectifs de l'évaluation. Et voici quelques exemples d'objectifs ici. Donc, on peut identifier les populations à risque pour une faible prise en charge du vaccin, peut-être identifier les leaders de la communauté, les messagers de confiance et les canaux de communication importants, et évaluer les obstacles à l'adoption du vaccin, et peut-être identifier, mettre en œuvre et évaluer des stratégies, les interventions pour augmenter la confiance et l'utilisation des vaccins dans la communauté. Donc, ceci sont les exemples des objectifs qu'on peut utiliser pour l'évaluation. Next slide, please. OK, la deuxième étape, après identifier les objectifs, est d'identifier dans la communauté ou les communautés plurielles cibles pour l'évaluation. Donc, il existe de nombreux facteurs qu'on peut utiliser pour identifier les communautés. Donc, ils sont les exemples. Les communautés qui connaissent de faibles taux d'acceptation ou de confiance à l'égard du vaccin. Peut-être les communautés dont les taux de vaccination systématique des adultes ou des enfants sont historiquement bas. Les communautés qui ont connu des taux de maladie ou de décès disproportionnés. Les communautés qui présentent des taux élevés de problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque accru de maladies graves. Ou peut-être les communautés qui rencontrent probablement des obstacles pour accéder aux services de vaccination. Donc, elles sont les facteurs pour identifier les communautés.
Next slide, please. Et la troisième étape est de choisir vos méthodes de collecte de données. Et beaucoup d'entre vous ont déjà mené des enquêtes CAP, les connaissances, attitudes et pratiques des enquêtes, et ils sont très populaires pour le diagnostic, mais ils ne sont pas toujours appropriés à chaque situation. Donc, les enquêtes CAP sont très utiles pour comprendre les idées fausses ou les malentendues dans la communauté, peut-être pour identifier les lacunes en matière d'information ou pour établir une compréhension de base à explorer dans d'autres évaluations. Mais les enquêtes CAP sont descriptives, donc ils ne sont pas toujours utiles pour créer des interventions. Ils sont quantitatifs, donc ils ne saisissent souvent pas les nuances et le contexte de la communauté. Ils sont souvent nationaux, donc ils ignorent donc les variations locales dans la communauté. Et ils sont statiques, donc ils ne prennent pas en compte les situations dynamiques qui changent beaucoup. Je vais partager quelques autres méthodes de collecte de données qui peuvent être plus appropriées que les enquêtes CAP. Next slide, please. Et voici quelques considérations pour le choix de méthode de collecte de données. Donc, tout d'abord, identifiez les ressources dont vous disposez. Donc, peut-être le temps ou l'argent ou les ressources humaines. Et tenez également compte de toutes les sources de données existantes. Par exemple, si des enquêtes quantitatives ont déjà été réalisées, peut-être on peut considérer de mener des études qualitatives, comme les entrevues ou l'écoute sociale. Et finalement, les partenariats communautaires existants dans la communauté. Quels sont les partenariats que vous avez? Next slide, please. Donc, je vais maintenant passer en revue plusieurs méthodes de collecte de données qu'on peut utiliser. La première est de sondage ou questionnaire, et je crois que nous sommes familiers à cette méthode, mais les questionnaires sont les listes prédéterminées de questions posées à un groupe de personnes et peut-être auto-administré ou administré par un collecteur de données. Donc, on peut utiliser dans électronique ou en personne. Et ils sont quantitatifs, les options de réponse sont prédéterminées, ou qualitatives, les questions ouvertes qu'on peut répondre. Quand on utilise ça, ils ont utilisé pour lorsque les questions hypothèses ou les hypothèses sont claires et que la généralisation est souhaitée. Next slide, please. Et le deuxième sont les entretiens. Peut-être nous sommes familiers à ça aussi, mais elles sont les conversations avec les personnes pour comprendre les détails de leurs sentiments, opinions et expériences personnelles. Ils sont peut-être formels ou informels et ils peuvent être structurés ou non structurés. Donc, il y a beaucoup de façons pour faire les entretiens. Et quand utiliser ça pour essayer de comprendre des sujets complexes ou sensibles, lorsque les questions ou les hypothèses ne sont pas claires et lorsque les informations plus détaillées sont nécessaires. Donc, ils sont qualitatifs et on peut collecter beaucoup d'informations détaillées de la communauté. Next slide, please. Et la troisième sont les groupes de discussion. Elles sont similaires des entretiens, mais ils sont dans un groupe. Donc, ils sont les discussions avec les petits groupes de personnes. Ils nécessitent un modérateur compétent. Et on peut utiliser lorsque les données ou les idées générées au cours d'une conversation seraient plus accessibles dans un contexte de groupe. Peut-être ils sont plus efficaces que les entretiens individuels. Next slide, please.
Ensuite, il y a les observations des participants. Ils sont ensemble des méthodes où les chercheurs sont immergés dans la communauté qu'ils étudient. Les données recueillies peuvent être qualitatives ou quantitatives. Et on peut utiliser ça pour comprendre le contexte dans lequel vivent les participants à l'étude et leur comportement. Et puissant pour saisir des informations détaillées et précises sur les individus ou les communautés. Next slide, please. Et finalement, on a écoute sociale ou surveillance des médias. Et il y a une présentation à ce sujet après cette présentation, mais je vais vous donner un petit résumé. Donc, l'écoute sociale, c'est une surveillance des canaux de médias sociaux, comme le Facebook ou le Twitter ou le Google. Et les médias traditionnels, comme peut-être les journaux ou la radio, pour détecter les mentions d'un sujet spécifique. Et on peut utiliser ça pour comprendre les conversations en ligne et dans les médias traditionnels autour d'un sujet. Et on peut utiliser ça pour déterminer les tendances, les besoins d'information et les fausses informations ou de désinformation qui circulent dans la communauté. Next slide, please. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Francine Ganter-Serpo pour continuer. Merci. Merci beaucoup, Daiva. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais aussi à vous remercier d'avance de tolérer mon français amateur. Je suis désolée. Nous avons discuté les méthodes de recherche disponibles. Et maintenant, nous allons parler de l'étape 4 de conduire une évaluation communautaire. Ça, c'est former une équipe d'évaluation. Il est essentiel de former l'équipe d'évaluation pour piloter le process de collecter des données. Il est important aussi inclure les groupes souvent comme il y a dans l'écran. La prochaine, next slide, please. OK. Enfin, nous avons la cinquième étape, recruter les participants à la recherche. Cela devrait être fait avec notre objectif de recherche. Qui est notre population prioritaire? Faire en sorte qu'une large éventail de personnes au sein de votre communauté et entendre tous les points de vue, toutes les perspectives. Envisage aussi d'inclure des personnes de différents âges, genres, professions, etc. Next slide, please. Tout au long du process, toutes les étapes mentionnées ici aujourd'hui, mais même après de collecter des données, il est important que les principales parties soient engagées durant au long de le process. Mais que signifie ce terme? Qui sont les parties prenantes? Voici, nous avons dans l'écran quelques exemples de personnes dont vous pouvez besoin pour rester engagés. Ils sont des organisations de services sociaux, des travailleuses de santé,
aussi les employeurs, autres fonctionnaires gouvernementaux, par exemple. Il est important d'inclure ces groupes de la part. Les connaissances sont utiles pour éclairer la planification et leur désolé. Et aussi, ils sont des gardiens de la communauté d'entraide. Je suis désolée. Donc, c'est vraiment très important que les principales parties prenants, ils sont engagés et intégrés dans le process. Next slide, please. Bon, pour les évaluations rapides des communautés, nous recommandons généralement une approche c'est un mot très difficile pour moi, je suis désolée, échantillonnage. 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 Oui, comme ça, bon. en boule de neige. Cela signifie que demander à chaque personne à qui vous parlez de recommander des autres groupes aussi individus avec qui parler. C'est vraiment très, très important de demander quel est le point de vue qu'ils présentent que vous devez entendre? Qui sont les groupes, qui sont les individus avec qui nous devons parler? Next slide, please. Merci pour les commentaires dans le chat. C'est très gentil. Ici, nous offrons également quelques suggestions sur les lieux à visiter pour les études d'observation ou pour recruitment, je suis désolée, des personnes, des participants. Encore une fois, les emplacements différents en fonction de nos objectifs. C'est vraiment très important que nous, quelques étapes, considérer qu'est-ce notre objectif, qu'est-ce que nous voudrions apprendre avec l'exercice. Next slide, please. OK. Alors, quelles sont les principales recommandations pour mener une évaluation communautaire rapide? C'est vraiment, sont très choses vraiment très importantes. La première, c'est élaborer un plan et des rôles et des enchancières clairs. Et la deuxième, c'est rester connecté à la participation continue des parties prenantes et aussi des fréquentes connexions avec l'équipe d'évaluation. C'est aussi important s'adapter au fur et à la mesure de l'apprentissage. C'est aussi une bonne idée de créer l'espace pour réflexion et aussi des révisions et permettre une certaine flexibilité dans les plans. Next slide, please. Enfin, rappelez-vous que ces processions, ils ne sont pas linéaires, car nous apprenons plus, nous pouvons souvent nous retrouver avec des nouvelles pistes de recherche qui sont également importantes, voire besoin de terres explorées.
Ces visuels, ils viennent des guides HCD TIP, the Human Centered Design. Je pense que vous avez aussi appris un peu de Human Centered Design sa semaine. Déjà sa semaine. Il montre en substance les principales étapes d'une évaluation communautaire. Ils sont diagnostiqués, ce que nous apprenons ici aujourd'hui, mais aussi concevoir, implement, en français, mettre en œuvre et finalement évaluer. Et comme j'ai dit, dans le process, nous apprenons mieux et nous devons avoir une certaine flexibilité pour les plans et des lignes de recherche. Next slide, please. OK, très brièvement, nous allons maintenant parler de quelques conseils et ressources clés pour diagnostiquer les problèmes de demande des vaccins. Next slide, please. La première, c'est la évaluation rapide communautaire, RCA. C'est un produit de CDC qui permettent de mieux comprendre et de répondre aux besoins de la communauté en matière de vaccination pour le COVID-19 en seulement 3 semaines. Il y a beaucoup des outils étape par étape et aussi vraiment c'est bon conseil. Next slide, please. Le prochain, c'est le HCD TIP. Ça, c'est Human Centered Design for Tailoring Immunization Programs en anglais. C'est un outil très court, très concis et avec des stratégies personnalisées et centrées sur les humains pour mieux comprendre quelles sont les perspectives de la communauté et comment est-ce que nous pouvons travailler avec la communauté pour répondre à les perspectives communautaires. C'est aussi un bon outil pour utiliser avec, dans le cas de micro-planification et pour améliorer les flux de travail des agences de santé. Next slide, please. Finalement, nous avons aussi les BEST, the Behavioral and Social Drivers of Vaccination. Je pense que ma chef, Lisa Manning, il y a déjà parlé sur des outils et des conseils pour mesurer les facteurs sociaux et aussi comportementaux qui favorisent la demande. C'est un bon cadre, il y a un bon cadre comportemental pour déterminer qui motive la demande. Il y a aussi des enquêtes prêtes à l'employé, des guides, des entretiens qualitatifs aussi. Next slide, please. OK, bon. Voici, nous avons quelques principes directeurs pour
pour guider une évaluation communautaire rapide. Et ils sont très vérités. La première, c'est rester tout simple. C'est mieux simple et pas compliqué. La seconde, c'est ne récupérer que c'est dont vous avez besoin. Seulement rester vraiment focus dans les données que nous pouvons utiliser. Les ultimes vérités, c'est engager les groupes priorités et la partie prenant clé dès le départ. Dans la première étape et aussi throughout the process. Next slide, please. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bon, sur base des derniers slides, voici quelques autres considérations ou bonnes pratiques pour diagnostiquer les problèmes avec la demande sur le terrain. Le premier est utiliser des cas de changement de comportement pour éclairer les évaluations comme le BEST afin de mieux passer les données à l'action. C'est vraiment une bonne idée. La prochaine, c'est piloter vos outils d'évaluation avant de procéder à une évaluation à grande échelle. Commencez petit avant de développer au cas où vous aurez besoin d'apporter des corrections en fonction de ce que vous apprenez. Finalement, investissez dans la formation. Assurez-vous que l'équipe d'évaluation est bien formée aux méthodes de collecter des données et mener une formation parallèlement à la pratique réelle. Next slide, please. Voici, nous avons quelques suggestions sur la façon dont vous pourrez adapter la évaluation rapide de la communauté à différents environnements opérationnels. En fonction des temps, de la situation des finances et des ressources humaines disponibles aussi. Comme vous pouvez voir, en général, plus nous avons des ressources, plus nous pouvons nous permettre d'être ambitieux, de permettre l'exploration aussi des objectifs de recherche plus compliqués, plus complexes. Avec moins de ressources, vous voudrez vous appuyer sur ce qui existait ou est déjà planifié et garder le travail extrêmement concentré. Oui. C'est comme notre première vérité, rester simple. OK, c'était la fin de notre présentation.